Bonjour à tous, je suis Sylvie Alouche, et je vais animer cette table ronde. J'avoue que je suis très impressionnée par le fait que vous soyez si nombreux à être prêts à être enfermés au moins 1 heure pour discuter de sujets alors qu'il fait si beau dehors. Et donc je ne pense pas que ce soit moi qui vous ai attiré. Donc je suis heureuse pour les auteurs et l'éditeur qui sont ici. Alors, donc cette table ronde est intitulée « L'altérité comme principe de création en science-fiction ». Et pour en parler avec nous, nous avons à ma droite David Meulemans, qui est éditeur, et plus précisément président des éditions Aux Forges de Vulcain, et donc qui, je pense, pourra nous parler de science-fiction dans les livres qu'il a édités, mais aussi ailleurs. Ensuite, nous n'avons pas Camille Le Boulanger, qui était prévu, mais qui a, d'après ce que j'ai compris, un problème de santé. Mais nous avons donc Léo Henry, voilà, donc qui vous fait signe, qui est donc lui auteur avec déjà un certain nombre de livres. Voilà, depuis plus d'une dizaine de livres, et qui officie à la fois dans la fantasy, la science-fiction, mais qui est aussi scénariste de BD et auteur de jeux de rôle. Et enfin, tout au bout, c'est Gauthier Guillemin, qui, à ma connaissance en tout cas, est l'auteur de 2 livres publiés donc chez Albin Michel, Rivage et la fin des étiages. Oui, du coup, j'ai pas cité de livre de Léo Henry, mais bon, par exemple, Hildegarde ou le cycle de Yerminadingrad. Voilà, pas trop mal dit. Et voilà, c'est un cycle. Donc, à l'intérieur, il y a plusieurs livres. Donc Gauthier voilà, est l'auteur de 2 livres récents. Le premier remonte à 2019 et j'ai pu apprendre aussi que c'était un grand voyageur et ça, c'est un élément, disons, de sa personnalité qui transparaît dans ses œuvres. Voilà pour la présentation générale. Peut-être juste 2 mots de moi, parce que je ne pense pas que vous me connaissiez. Donc moi, je m'appelle Sylvie Alouche, je suis philosophe, maître de conférences en philosophie à l'Université catholique de Lyon. Et mon petit truc qui explique que je sois ici aujourd'hui, c'est que j'ai fait une thèse de philosophie. Alors, plutôt que sur la science-fiction, je dirais avec la science-fiction. Donc, j'ai travaillé à partir de livres de science-fiction pour philosopher. Et voilà, je continue. Je travaille pas que avec la science-fiction, je travaille aussi pas mal avec les séries télé maintenant, mais voilà, je continue aussi à œuvrer dans le domaine. Alors donc maintenant, venons-en à notre sujet, l'altérité comme principe de création en science-fiction. Donc j'ai réuni un certain nombre de questions. Et j'aurais peut-être pas le temps de toutes les poser, mais j'indique donc aux personnes présentes que, aux auteurs et à l'éditeur, voilà, c'est un peu des questions ouvertes. Je vous laisse intervenir, réagir l'un par rapport à l'autre, et puis voilà. Et si on n'a pas exploré toutes les questions, c'est pas bien grave. Alors, je crois que les instructions sont qu'il faut parler, on discute un petit peu entre nous pendant 1 heure environ, et après, la parole la discussion s'engage avec la salle. Voilà. Alors, première question. Quand on connaît la science-fiction, dire que l'altérité est un principe de création, ça paraît en fait un peu évident. En tout cas pour les lecteurs de science-fiction. Mais finalement, pourquoi la science-fiction spécifiquement? Parce que dans le mot science-fiction, dans le genre de la science-fiction, avec le mot science, qu'est-ce qui fait que dans le domaine de la science-fiction, comment se fait-il que ce domaine serait davantage peut-être que d'autres une ouverture vers l'altérité? Voilà. Alors, qui se sent de... C'est une question un peu difficile.
Alors, moi, si, il me semble avoir eu une discussion, était-ce avec, je crois, que Ça va me c'était, tomber oui, dessus. ouais, tout à fait. Gauthier, il me semble qu'on a eu une petite discussion préalable sur ce sujet. Donc, moi, je suis, en tant qu'auteur, je suis plutôt auteur de fantasy. Donc, on va commencer par poser ça. Ça va beaucoup vous aider. Et les lecteurs, après, comme tout le monde, ici, j'imagine, de beaucoup de choses. Altérité et science-fiction, c'est vrai qu'on a l'impression qu'on est dans un lieu commun. Finalement, on crée des mondes et peut-être on s'y mesure. Il me semble quand même qu'il y a des univers de science-fiction auxquels on ne se mesure pas, on se contente de s'y baigner. Il y a d'autres univers, en effet, qu'on crée pour pouvoir s'y comparer et s'y mesurer. Et c'est là que je vois l'altérité. Je me dis, certains univers permettent en effet de se dire, de se poser des questions sur notre propre vécu, peut-être notre devenir, et en ce sens, c'est un principe de création. On va créer quelque chose pour mieux comprendre finalement ce qu'on est, où on va et ce qu'on vit. Donc là, il y a un principe créateur. Après, sur la science-fiction générale, ça me semble un peu vaste de le poser comme ça. Est-ce que Léo? Non, moi je veux bien des exemples en fait. Alors, si on prend des space opéras, enfin, je vais parler d'une expérience de lecteur pour le coup et pas d'une expérience d'écriture. Je serais plutôt dans un univers qui va être assez convenu, un univers de science-fiction dans lequel je vais vouloir me baigner, dans lequel je vais vouloir voir des personnages évoluer, et je ne suis pas à chercher un autre chose auquel je puisse me mesurer. C'est un autre chose dans lequel je vais pouvoir me promener. Donc là, je serai voyageur. Et peut-être, je sais pas, si je vais lire Le Clan de la Lune Alphane de Dick, ben, là, clairement, il y a des questions qui se posent sur le rapport à la folie, sur la manière dont on peut peut-être vivre ensemble, etc. Mais on est dans un univers de science-fiction et on est dans un univers qui questionne notre propre vécu et nos propres expériences. Pour avoir des exemples. C'est rien à rajouter, ni Léo, ni David? Je dirais, mais alors c'est peut-être à la philosophe qui est en toi, ça va te parler. J'ai l'impression que la science-fiction, peut-être que plus que d'autres genres littéraires, ça permet de se livrer à des expériences de pensée. L'expérience de pensée, c'est un terme qu'on utilise beaucoup en philosophie, qui a l'air tout simple, mais qui est en fait pas simple du tout, parce que normalement, le propre d'une expérience, c'est qu'elle ne peut pas se faire par la pensée, puisque, comme le disait Philippe Cadic, le réel, c'est ce qui se refuse à disparaître quand on cesse d'y croire. Et en fait, si on fait une expérience à l'intérieur de nous-mêmes, le réel est beaucoup plus malléable. Et réussir par la création à créer du réel auquel on se confronte dans le processus créatif, c'est aussi un moyen de faire des expériences de pensée. Donc en fait, c'est une expérience de pensée qui est pas simplement à l'intérieur de soi, qui est à l'intérieur d'une œuvre. Et donc c'est là où apparaît peut-être la résistance. L'exemple qui me semble frappant, parce que c'est un exemple revendiqué par l'autrice elle-même, c'est les romans d'Ursula K. Le Guin, puisque elle-même, dans la préface de La main gauche de la nuit, parle de la main gauche de la nuit comme une expérience de pensée, qui est justement une expérience de pensée qui est sur la notion d'altérité, puisque l'expérience de pensée dans La main gauche de la nuit, c'est de dire imaginons une humanité qui aurait évolué de manière à ce que la différenciation des genres soit différente. Voilà. Et on voit, à partir de là, on pose une situation, on pose des personnages et on laisse se développer ça et on essaie de voir ce qu'on apprend. Donc en fait, c'est de la littérature, non pas à message, mais à signification, c'est-à-dire il y a un sens qui va émerger du développement des situations. Donc peut-être que la science-fiction permet un peu plus de faire ce type d'expérience, même si de manière générale, la littérature, ça consiste souvent à poser des situations et des personnages, mais peut-être pas avec la même radicalité que la science-fiction, même si on peut dire que une grande partie de la science-fiction serait uniquement du divertissement, mais il y a aussi la science-fiction de divertissement qui est porteuse d'expériences de pensée, et voilà. Léo. Oui. Je suis d'accord avec ça. Non, je rebondis peut-être sur notre amie Ursula Le Guin. Ursula, comme on l'appelle chez nous, qui est, à mon avis, un assez
bon exemple de. Donc il y a tout cet aspect-là de son œuvre qui est donc de l'anthropologie imaginaire, en fait, qui est donc de regarder en essayant de ne pas juger ce que pourrait donner des postulats d'organisation de la société imaginaire, enfin inexistants, qui ne sont jamais produits dans l'histoire jusqu'à présent. Après, il y a un autre truc que moi je trouve super intéressant dans sa démarche, c'est son dernier bouquin qui est un livre historique qui s'appelle Lavinia, qui est le dernier roman qu'elle a écrit, qui est un livre qui s'intéresse exactement à l'autre. C'est-à-dire que le principe de Lavinia, Lavinia est un personnage ultra secondaire dans l'Énéide, auquel Virgile doit consacrer 2 vers et demi. Et Ursula Le Guin se demande pourquoi est-ce que ce personnage n'a pas eu droit à son histoire, et donc elle fait la démarche de raconter l'histoire des gens dont on ne raconte pas l'histoire. Et je pense que c'est pas du tout une coïncidence, parce que ça s'articule parfaitement avec le reste de son travail. Et je vais en rester là pour l'instant, je garde un peu de suspense pour la suite. Alors, une note de bas de page. Tout à l'heure, on vous a amené là devant vous la monographie Ursula K. Le Guin, qui est publiée par les éditions ActuSF, qui est un recueil d'articles de chercheurs, d'écrivains sur Le Guin. Et il y a un très long article sur Lavinia par Florence Klein, qui est la spécialiste française une des spécialistes françaises de l'Énéide. Mais, je t'en prie. Alors la note de bas de page, je sais pas, codicile. On part quand même du principe, du coup, en parlant expérience de pensée, en parlant écriture, on part d'un principe là que tout le monde accepte et qui est quand même extrêmement étrange. C'est que une chose, à partir du moment où elle est pensée et qu'elle devient écrite, existe d'une certaine façon. Et je vais pas philosopher là-dessus, je vais juste pointer du doigt quelque chose qui est assez fou. Parce que c'est écrit, ça existe en quelque sorte, et on va en discuter, et on va tous s'y plonger, mais ça n'existe pas. Dernier note de la note. Je sens qu'on est près d'arriver à la question 2, là. Sur les processus d'écriture de Le Guin, elle dit qu'en fait, elle rumine ses projets de livres, de romans la plupart du temps, ou de nouvelles, assez longtemps, et elle dit qu'elle ne commence à écrire que quand elle a les personnages. Et ce qu'elle veut dire par là, c'est que les personnages lui résistent. Alors moi, je suis pas du tout écrivain, et encore moins romancier, mais c'est vrai que c'est toujours étonnant de dire que le personnage va lui résister et prend le contrôle de la narration, parce que j'ai aussi l'impression parfois, lisant certaines expériences d'écriture plus ou moins réussies, que y a différentes façons de s'approprier les personnages, et c'est vrai que Le Guin les décrit comme ayant une logique interne qui est une logique réelle et qui fait qu'ils existent justement. Mais c'est peut-être vrai pour Le Guin. Je dis pas que c'est une règle générale d'écriture, en fait. C'est-à-dire, il y a peut-être des écrivains qui sont capables, au contraire, d'être des puppet masters complets, ce que n'était pas Le Guin d'après elle-même. C'est pour ça que, je sais pas, il y a une image dont on parle pour la création, c'est le créateur architecte et le créateur jardinier. Celui qui va donc construire et qui va maîtriser, entre guillemets, puppet master, son sujet, et puis celui qui va en effet avoir un univers qui l'envahit et qui, en quelque sorte, est indépendamment de lui-même. Donc les personnages évoluent et il ne fait que retranscrire finalement ce qui existe quelque part en pensée. Donc c'est assez étonnant, hein, ça pose des questions. Mais c'est une discussion très très intéressante. Alors effectivement philosophique. Je pensais pas tout de suite que ça se dirigerait sur ce terrain. Je vais d'ailleurs, j'ai été sollicitée pour faire une conférence sur la fiction. Alors c'est au mois de mai à Paris, mais à la Sorbonne. Et j'ai proposé comme titre du mode d'existence des objets fictionnels. Et en plus, ça va durer 1h30, donc je vais avoir le temps de développer un certain nombre d'idées. Alors, cela dit quand même si c'est passionnant, pour revenir à la question de l'altérité, alors vous avez abordé dans les exemples que vous avez donnés des formes d'altérité.
Alors, il y avait peut-être une autre façon, une autre organisation biologique, avec l'exemple de Le Guin, mais qui était aussi associée à une autre forme d'organisation politique. Voilà, donc là, ce que je vous propose, c'est, sans faire évidemment un panorama exhaustif, mais quand on parle d'altérité, quelles sont peut-être à quoi vous pensez comme forme possible d'altérité, comme figure de l'altérité, en dehors de ces deux premiers exemples? Non, alors moi j'y pense parce que tout à l'heure on a déjà eu une discussion sur ça, c'est que je repense beaucoup à Star Trek ces jours-ci, sur la difficulté qu'a Star Trek pour gérer l'altérité. Alors j'aime beaucoup Star Trek, c'est pas une critique de Star Trek, c'est juste une analyse, c'est que d'ailleurs on peut penser à l'évolution. Ce qui est intéressant de Star Trek, avec Star Trek, il y a plein de choses intéressantes. Mais une chose intéressante, c'est que c'est une œuvre qui a commencé en 66. Et c'est un univers qui se nourrit par des nouvelles fictions qui ont toutes sortes de formes. Mais chacune des fictions de Star Trek va être très révélatrice d'un instant assez court de la conscience ou de l'histoire politique humaine. Et l'évolution de la question de l'altérité dans Star Trek est intéressante. C'est-à-dire que finalement, dans les années 60, un des trucs très positifs de Star Trek, d'une certaine façon, c'est que leur vaisseau, c'est un peu l'ONU. Il n'y a plus vraiment d'altérité politique. Il n'y a plus d'altérité des nations. Tout le monde, les gens viennent de plein de pays, mais finalement, ils s'entendent tous bien. Et voilà. Par contre, les extraterrestres, c'est vraiment l'altérité. Mais il y a un problème, il y a un petit côté impérialiste dans Star Trek, parce que, grosso modo, dans Star Trek, ils vont chaque fois dans une nouvelle planète, et ils vont expliquer aux extraterrestres que, en fait, ils sont déséquilibrés, et que la race humaine, elle, est une race qui est équilibrée entre la passion et la raison. Voilà, donc il y a une fausse altérité, parce qu'à chaque fois on conclut finalement c'est beaucoup mieux d'être un être humain qu'être autre chose, quoi. Et l'évolution de Star Trek, c'est de trouver le moyen de figurer une altérité de plus en plus radicale, de voir comment on sort en fait de cette impression permanente de où qu'on aille, on retrouve l'être humain. Et d'ailleurs, en fait, c'est les premiers récits qui sont vaguement des récits de science-fiction, c'est les Harlequins. Harlequin, la figure d'Harlequin, le personnage de théâtre, pas les romances. Ça devient un peu long ce que je dis. Mais et dans les Harlequins, il y a toujours cette idée il revient de la Lune, Harlequin, on lui demande et alors qu'est-ce que tu as vu? En fait, j'ai vu la même chose que partout. Voilà. Donc Harlequin, il voyage et il voit toujours l'être humain. Mais pour moi, Star Trek, je trouve que c'est intéressant, parce que comme c'est une œuvre très grand public, elle fait une sorte d'effort d'être extrêmement accessible, extrêmement ouverte, et donc elle pose des questions de manière très simple, très basique. Moi, je fais juste une note de bas de page, parce que je connaissais pas cette histoire sur Harlequin, mais c'est exactement ce que dit Alexandre dans le roman d'Alexandre, quand il revient de son voyage au fond des océans, et donc il se fait fabriquer une bulle et il se fait immerger. Donc c'est le best-seller du Moyen-Âge de fantasy, en fait. Et quand Aristote lui demande ce qu'il a vu, il a dit j'ai vu la même chose que partout pareil. Et du coup, il y a peut-être quand même un fondement sur ce truc-là sur le déni de l'altérité dans ces récits-là. C'était très intéressant. Merci Léo. Et merci. Et je pense que tu as raison. En fait, c'est Harlequin le reprend sans doute dans le roman d'Alexandre, en fait. C'est postérieur. Ouais, parce que l'inverse serait quand même chelou. Oui, ou sinon, on peut aussi parler voyage dans le temps. Voilà. C'est de la SF. On est bien. Après, cette question de dire finalement on voit toujours éternellement la même chose, et c'est cette question d'altérité qui revient. Alors je vais donner moi aussi ma référence pour boucler un peu le truc. Le dernier poème des Fleurs du Mal s'appelle Le Voyage. Qu'est-ce que vous avez vu, dit Baudelaire? Il se répond à lui-même, la même chose que partout ailleurs. Alors, il lui dit mieux parce qu'il fait des vers, etc. Mais bon. Et finalement, j'ai l'impression que souvent, en tant que lecteur ou en tant qu'écrivain, écrivaine, on essaie de se découvrir soi-même, et finalement on en revient toujours à soi, ou on en revient toujours à nous, et on en revient toujours à notre condition. Et là, la question, c'est comment on questionne cette condition, comment on l'interroge, comment on la met en avant, parce que quand on est plongé dedans
forcément on a du mal à l'observer. Donc créer de la SF ou créer de l'imaginaire, c'est le moyen d'expulser cette condition devant soi, et puis de vraiment la questionner, de s'y mesurer, et de se dire, ah oui, il y a ça aussi, et de le regarder de l'extérieur. Porter un regard extérieur sur ce qui nous étreint souvent. Hein, d'où on en arrive à des choses comme des dystopies, c'est pousser cette pandémie qu'on vit tous en ce moment à son paroxysme en disant voilà, et maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire de tout ça? Comment on pourrait le faire autrement? Est-ce que ça va bien finir? Parce qu'après tout, la question est aussi là. Est-ce que ça finit bien? Et c'est important. Hein, éloge des fins heureuses, moi j'y tiens. Alors, je pense à un tout petit truc. Récemment, j'ai commencé à regarder le documentaire qui est sur YouTube qui s'appelle Examonde, où il y a notamment un entretien avec Joseph Alterac, le défunt Joseph Alterac. Et à un moment, il suggère, et je pense que c'est lui qui le suggère, que dans la science-fiction, il y a plusieurs forces, grands axes, forces structurantes de l'histoire de la science-fiction. Et il y a une science-fiction parfois d'exploration, conquête scientifique, voilà, et une tendance qui viendrait plus du roman gothique, ou en fait de mise en garde sur les dangers en permanence, sur voilà. Et quand j'écoutais ça, je me faisais une réflexion sur le fait que par exemple, un auteur comme Lovecraft, alors que moi, je n'ai commencé à lire qu'il y a quelques années, parce que quand j'étais adolescent, je jouais au jeu de rôle sans lire Lovecraft, je m'en étais dispensé, mais je commence à lire, et chez Lovecraft, il y a comme ces deux tendances arrivent, c'est-à-dire Lovecraft, un truc qu'on oublie complètement, c'est que beaucoup de personnages de Lovecraft, c'est des bibliothécaires, ce qui est quand même assez étrange, des savants, voilà, c'est un peu atypique pour du roman qui parfois lorne vers le roman d'aventure. Donc il y a bien un aspect de conquête scientifique d'une certaine façon, et puis d'un autre côté, on est vraiment dans le gothique, c'est-à-dire avec un monstre, et il y a une mise en garde, et voilà. Et je me demande si parfois, et alors là c'est vraiment une question, parce que quand je dis je me demande souvent, c'est on a la réponse en soi, et en fait moi j'ai pas la réponse parce que je suis pas assez spécialiste, si dans Lovecraft il y a quand même pas ce travail pour essayer de figurer une altérité qui n'est pas d'emblée réintégrée. Parce que dans la connaissance, le principe, c'est que la vie, c'est être exposé à de l'altérité. Et puis après, il y a un phénomène d'habituation psychologique qui fait que c'est plus de l'altérité. C'est-à-dire, on l'a absorbé en permanence. Donc, en fait, dès qu'on voyage, on voyage vers l'altérité. Et quand on revient, on l'a absorbé et il n'y a plus d'altérité. C'est-à-dire, on crée du même en permanence. Alors que je me demande si un des trucs que tente Lovecraft pour susciter la vraie horreur, c'est créer un truc qu'on ne peut pas absorber par l'habituation qui resterait une altérité radicale. Mais c'est juste une idée et je me tourne vers vous. Ok. Alors, c'est le moment où je vais faire pipi sur le tapis. Parce que, en fait, un point commun peut-être qu'on peut voir avec Baudelaire et Lovecraft et le roman d'Alexandre et nous autres, hein, c'est que je pense que la question de l'altérité pose quand même, nous autres, je vais dire les trois participants à cette table ronde, c'est que la question de l'altérité pose quand même de façon très nette la question de la norme, et que pour s'asseoir sur son cul et dire oh là là, tout est vraiment partout pareil, il faut considérer quand même qu'on n'est pas l'autre, qu'on n'est jamais l'autre. Et ça, c'est quand même une partie assez réduite de la population qui a le privilège de n'être jamais l'autre, mais d'être toujours la personne normale à qui tout s'adresse. Et du coup, je pense que ça, c'est un truc qui est quand même très intéressant dans ce qui est en train de se passer dans la SF et la fantasy depuis la deuxième moitié du XXe siècle, c'est que y a Ursula Le Guin qui dit en fait non, c'est pas évident ce point de vue-là qu'on a sur les choses. Si au lieu de regarder l'autre en se disant oh comme ils sont bizarres, on leur donne la parole et on les laisse s'exprimer et nous regarder autrement, et bizarrement ça change des choses. Voilà. Et donc, du coup, je vais dire deux mots de ce livre-là qui est devant moi, parce que j'ai adoré traduire ce bouquin. C'est une dame qui s'appelle Karen Joy Fowler, qui est une autrice qui doit maintenant avoir 70 ans, qui appartient à la génération directement celle qui suit Ursula Le Guin, qui est une génération qui fait un peu défaut en traduction en France, pour l'instant, parce qu'on a l'impression qu'il y a eu un espèce de hiatus entre cette dame et maintenant, alors qu'en réalité, les États-Unis n'ont pas arrêté de produire de la science-fiction en se posant des questions politiques et en se posant la question de où on écrit. Et ce qui est super intéressant avec Karen Joy Fowler, c'est qu'elle part vraiment de l'altérité. Elle parle presque que de ça dans ses textes, et elle explore tout le spectre. C'est-à-dire qu'elle commence par se dire, elle fait des textes sur la gémellité,
donc qui est l'altérité la plus proche de soi, ou à peu près, c'est-à-dire c'est soi, mais pas vraiment soi. Et puis elle se pose des questions narratives. Elle se dit pourquoi est-ce qu'on raconte l'histoire de Zorro et pas de Sancho Panza? Et pourquoi est-ce qu'on raconte l'histoire de Gulliver quand il part en voyage? Et que fait la femme de Gulliver pendant ce temps à chaque fois qu'il s'est barré? Voilà. Donc c'est des questions qui utilisent notre habituation à des narrations dans lesquelles on sait parfaitement qui est l'autre, et de regarder la chose dans l'autre sens change les choses. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'elle a donc 40 ans de carrière et elle a poussé ces choses-là dans à peu près tous les retranchements possibles. Donc il y a évidemment des questions d'extraterrestres, mais il y a aussi, alors il y a évidemment des questions de genre, mais il y a aussi par exemple la question de la frontière avec l'animal humain et l'animal non humain. Voilà. Et du coup, ce que je trouve super intéressant, c'est qu'en réalité, c'est avant de se poser, enfin à mon sens, avant de se poser des questions théoriques sur jusqu'où il faut aller chercher pour trouver l'autre quand on est Lovecraft, par exemple, en fait, ça va assez vite de trouver l'autre. Il suffit à peu près de se retourner et juste il est là. Donc il y a aussi ce truc-là de je ne sais pas, des conditions matérielles de production et de qui a la parole et de qui écrit les bouquins. Et voilà. Et c'est tout ce que j'avais à dire. Merci. Non, et c'est très très juste. Et en plus, tu as raison sur le fait que, d'une certaine façon, le point de vue de Lovecraft, c'est ce type de point de vue de fausse universalité qui se présente comme le point de référence, qui a écrasé les autres points de référence. Moi, en t'écoutant, je pensais à quelque chose. Je pensais à un romancier, nouvelliste, scénariste américain qui s'appelle Charles Yu, qui a commencé par publier des romans de science-fiction. Et alors Charles Yu, son nom vous a mis la puce à l'oreille, c'est qu'il est d'origine chinoise, en fait, plus précisément d'origine taïwanaise, mais il se définit comme un Américain, voilà, comme un Américain. Et en fait, après avoir écrit beaucoup de nouvelles de science-fiction et un roman de science-fiction, il a arrêté son métier d'avocat et il est devenu scénariste à Hollywood. Donc il a travaillé sur Westworld notamment, sur d'autres séries, et voilà. Et il a ressenti une forme de culpabilité qu'il avait jamais ressentie parce que en fait on lui a fait remarquer qu'il n'avait jamais écrit sur la condition asiatique aux États-Unis et qu'il était d'une certaine façon un anti d'une minorité modèle. Alors attention, c'est un terme ambivalent que lui étudie notamment, et il s'est mis à écrire un autre roman, donc a été salué l'an dernier par le National Book Award, qui s'appelle Chinatown intérieur, sur l'intériorisation de Chinatown en fait. Et c'est écrit comme un script, donc c'est vraiment une réflexion sur la représentation, parce que il part d'une idée assez simple. C'est quand on regarde une série télé américaine, pendant très très longtemps, on pouvait faire une série télé où les personnages principaux étaient blancs et noirs, mais souvent le personnage asiatique, c'était le livreur, le serveur, le chef cuistot, ou le corps qui était mort au deuxième plan. Et il réfléchit sur le fait que finalement l'Amérique qui se présente comme ayant comme projet d'être une nation d'immigrants, mais où à la fin tout le monde est américain, c'est pas tout à fait ça qui se passe, puisqu'en fait l'origine des gens l'aurait tout le temps renvoyé à la figure, et donc ils n'arrivent jamais complètement à intégrer le rêve américain. Et dans le cas de la communauté d'origine asiatique, ça prend un sens très particulier, parce que c'est une communauté qui est justement présentée comme la minorité modèle. C'est-à-dire qui est une manière, en fait, pour la population dominante de dire aux autres communautés, les communautés latino ou les communautés noires, tenez-vous bien, parce que regardez, il y a la communauté chinoise ou asiatique, eux, ils sont bien, c'est des bons immigrants, c'est des bons... Les Noirs américains ne sont pas des... Enfin, non, ne sont pas des immigrants, en fait, pas du tout, n'ont jamais été des immigrants. Et voilà, et c'est aussi une autre manière pour lui oui, c'est cette question de l'altérité par la représentation, en fait. Comment les représentations, ça diminue l'altérité, ça diminue l'identité, ça la renforce. Voilà. Alors, merci beaucoup, parce que du coup, à l'intérieur de votre discussion, vous avez donné finalement pas mal d'exemples supplémentaires. Alors, bien sûr, peut-être que la figure de l'altérité principale, c'est celle à laquelle tu as fait référence pour commencer, c'est la figure de l'extraterrestre. Mais vous avez fait le tour. Alors, ça n'est pas exhaustif de plein de façons de faire un effet d'altérité.
y compris la question de l'altérité de l'auteur, enfin qu'est-ce que c'est que d'être autre par rapport à quelqu'un d'autre. Enfin voilà, donc ça c'était déjà assez au point. Alors après, moi, alors déjà par rapport à Star Trek, je ne sais pas si c'est une bonne idée d'y revenir. Moi, je pensais que non, et moi, pareil, comme toi, j'aime beaucoup Star Trek. J'ai vu tout ou presque. Je pensais au début quand tu commençais que tu allais dire dans Star Trek, parce que c'est souvent quelque chose qui est reproché, c'est que la plupart des extraterrestres, enfin, il y a beaucoup d'extraterrestres, mais ils sont humanoïdes. Hein, et donc là, bon, après, on cherche. Il y a des excuses, disons, exogènes du type, bah oui, mais enfin, c'est quand même plus simple de faire jouer des personnes intéressantes par des êtres humains. Après, dans Star Trek, sans vous spoiler, il y a une justification interne qui est donnée. J'ai spoilé tout à l'heure, dans l'autre conférence. Voilà. D'accord. Et mais moi, en fait, enfin, une des choses qui m'intéresse le plus dans Star Trek, c'est que de façon ponctuelle, et c'est-à-dire que moi je suis toujours voilà, très attentive à ces exemples-là et je m'en souviens, il y a quelques histoires où il y a des extraterrestres plus étranges, enfin plus différents de nous. Et il y a par exemple dans la première série, il y a alors c'est pas super original, en plus il y avait déjà des exemples, enfin c'est inspiré probablement d'œuvres fondatrices de la science-fiction française, mais il y a des extraterrestres pierres, donc ils mettent un certain temps à comprendre qu'en fait c'est pas juste des tas de cailloux, mais qu'il y a une possibilité d'échanger avec eux. Il y a aussi, alors là je sais plus dans quelle sous-série, mais c'est une des dernières, il y a des extraterrestres, mais qui vivent dans les interstices entre les univers. Et puis, la race que je préfère, et ça, je crois que c'est dans Voyager, c'est des extraterrestres. Enfin, il y a des troubles spatio-temporels. Donc, ils pensent que de base, c'est des problèmes problèmes de physique. Et puis, il y en a un qui finit par comprendre que c'est en fait une tentative de communication de la part d'une forme d'extraterrestre particulièrement différente de nous, parce qu'elle essaye de communiquer en faisant des modifications au niveau du temps et de l'espace. Voilà, donc ça, c'est des exemples d'extraterrestres rigolos. Je ne sais pas du coup si ça vous en a donné d'autres, des idées d'extraterrestres ou de formes d'altérité. Il y en a au moins une dont j'ai pas parlé. Pour moi, l'extraterrestre parfait, celui qui me revient à chaque fois à l'esprit quand on me parle extraterrestre, c'est celui de Martien Gaume. En fait, c'est un des premiers que j'ai rencontré, et c'est celui qu'on comprend pas, qui est complètement absurde, qui te dit salut Toto, et puis on comprend pas ce qui va se passer. Et là, voilà, pour moi, c'est l'extraterrestre parfait. J'ai pas besoin après de chenilles, de mycélium, de machin. On y est, voilà, et c'est juste parfait. Et alors, non, il y a une autre forme d'altérité dont on n'a pas du tout parlé. Je la mets en piste pour voir si ça vous inspire. Il y a, alors là, je suis dans les altérités en fait, mais subjectives, hein, puisqu'il y a évidemment les autres mondes, les autres planètes, les autres univers, les univers parallèles, etc. Hein, mais si on reste dans disons, dans les altérités qui, moi, me paraissent plus intéressantes, c'est d'autres formes de subjectivité. Il y a aussi, évidemment, tout ce qui relève de l'intelligence artificielle, hein, et des différents niveaux qu'on peut imaginer d'intelligence ou d'autres choses auxquelles pourraient accéder ces formes d'existence autres. Est-ce qu'elles ont un corps robotique, biologique ou pas du tout? Enfin voilà, donc vous avez sans doute des références qui vous viennent à l'esprit. Pas de réaction particulière? Enfin, ça n'est pas une obligation, hein. J'ai plein de choses à raconter, mais c'est quand même vous qui êtes. Mais non, pardon, moi j'ai l'impression, c'est très brièvement, hein, parce que là pour le coup c'est aussi c'est que l'intelligence artificielle, comme on dit maintenant, c'est à mon sens totalement, c'est une façon d'esquiver la question de l'altérité pour le coup vraiment assez flag en fait. C'est-à-dire que l'intelligence artificielle, ça peut être à peu près deux choses. C'est soit c'est une poupée,
Donc soit c'est une création, c'est Pinocchio, en fait c'est une création de l'homme pour le servir, soit c'est une divinité, mais en fait dans les deux cas on n'est pas dans une relation d'essayer de s'intéresser à quelque chose d'autre, en fait c'est juste encore et toujours la projection des gens qui fabriquent les intelligences artificielles. Voilà. Mais ça c'est parce que voilà, je suis un peu grognon. En fait, il y aura un contre-exemple à ça. Et je viens juste de finir un roman de l'ICAM qui s'appelle Résolution. Et pour moi, ça résonnait vraiment avec cette table ronde. Il y a deux altérités. Il y a celle du personnage principal qui finalement met en scène la manière, les difficultés à vivre avec des émotions, certains types d'émotions, certaines manières de les gérer, et puis une intelligence artificielle qui elle, est là pour stabiliser l'humain face à ses émotions. Et j'ai trouvé ça intéressant parce qu'en effet, là, on est vraiment sur une IA qui a un rôle prépondérant et en même temps qui reste extérieur. On n'est pas juste sur la poupée, l'automate, je sais pas moi, les futurs ou des choses comme ça. Et ça m'a vraiment interpellé cette double vision de. Il y a deux héros finalement deux héros héroïnes dans ce roman et notamment une IA. Après des IA qui tiennent le haut du pavé, il y en a beaucoup, oui, mais souvent maintenant j'ai l'impression qu'on retombe dans les mêmes travers. Quand on se frotte à ces constructions. Oui, mais même par exemple dans Star Trek, surtout dans Next Generation, il y a Data qui est l'extraterrestre. Décroche. Et ouais, c'est pas bon là. Il faut Ceci est une intervention. Ah oui. Tu as beaucoup changé. Attention. Non, mais Data, on sent qu'on est dans le classique miroir dont le but c'est juste de nous faire dire quelque chose sur l'être humain de base. C'est les fausses altérités, voilà, où il n'y a pas d'altérité radicale. Mais cela dit, alors c'est vrai que dans Star Trek, il y a cette idée où on étend d'un point de vue impérialiste, on essaie de conquérir l'univers et donc on retrouve partout du même. Mais c'est vrai que ça va peut-être aller dans le sens de ce que disait Léo. On peut aussi penser à un thème plus classique, de dire que c'est très rassurant pour nous de dire qu'on transforme tout en même, alors qu'en fait, ce domaine d'extension de l'altérité, on peut le restreindre et le faire passer dans la frontière de chaque individu. C'est-à-dire que c'est tellement facile et rassurant de penser qu'on est simple, qu'on est un seul bloc, et voilà, et que reconnaître l'altérité en soi et le fait qu'il y a des choses qui vont nous échapper en termes de rationalité, qui vont nous échapper en termes de subjectivité, voilà, c'est aussi, voilà. Bon, après, c'est quelque chose qui n'est pas un thème particulier à la science-fiction, mais qui est un terme de la fiction en général, en fait. Alors là, pour le coup, l'expérience d'écrivain, petite expérience de bouquin, ça fait pas de moi un écrivain non plus, mais en effet, écrire, c'est en même temps découvrir d'autres facettes de soi. Bon, ça c'est battu et rebattu, mais c'est là. C'est là, c'est étonnant. C'est étonnant de se rendre compte jusqu'à quel territoire on peut aller, ce qu'on peut défricher, et la manière dont l'acte d'écriture peut nous changer. Alors après, en bien en mal, j'en sais rien, il faudra demander à mes proches, mais il y a vraiment se frotter à soi-même. Donc l'ASF sans doute, l'imaginaire certainement. Après, je pense que c'est un territoire de la littérature. Hein. J'ai l'impression quand même que l'imaginaire permet ça plus que d'autres littératures dites, je sais pas, blanches ou des choses comme ça. Ouais, c'est marrant, moi je rebondis, moi j'ai l'impression d'avoir vraiment la sensation inverse. C'est que, enfin, écrire, c'est rester enfermé avec soi-même quand même. Enfin, alors, après, on peut aller explorer aussi loin qu'on veut à l'intérieur de soi-même, mais on peut aller assez loin, mais on va jamais en dehors. Et la lecture, c'est cool. La lecture, pour le coup, je trouve ça plus intéressant comme activité en termes de se confronter à des altérités, en fait. Je veux dire, c'est là qu'on rencontre. Enfin, c'est là. C'est aussi en sortant de chez soi et en allant dans la rue, en arrêtant d'écrire aussi. Or, c'est plus facile. Mais par contre, je me disais un truc qui a peut-être à voir avec la thématique, ce qui serait quand même pas mal, c'est que
peut-être qu'il y a un truc spécifique au mauvais genre, c'est que quand on est plongé en tant que lecteur ou lectrice dans une altérité radicale, c'est directement classé en mauvais genre, alors que ça n'a pas vraiment lieu d'être. J'ai un exemple précis en tête, c'est Watership Down de Richard Adams, qui est donc un livre qui est vendu comme de la fantaisie avec des lapins. Sauf que c'est pas de la fantaisie, c'est juste des lapins en fait. Et donc l'expérience de lecture, c'est de se retrouver à l'intérieur de la sociabilité et de la tête et des contes et légendes et des désirs et des peurs des lapins, qui sont décrits comme des lapins et qui sont des lapins du début à la fin. Et ça fait un truc. Enfin, c'est un des charmes. Ce livre est brillant. Enfin, c'est vraiment un très beau livre. Mais une des choses, c'est vraiment que ça questionne nos modes de représentation, c'est-à-dire que au bout d'un temps, on a les personnages Five Year, Bigwig, on a des représentations dans la tête, et en fait, ça colle jamais. C'est-à-dire qu'on a envie de se projeter en tant qu'être humain, et puis après, on fait ah oui, non, en fait, c'est des lapins. Et donc, du coup, il y a des allers-retours. Et si vous l'avez pas lu, je vous le recommande, c'est absolument incroyable. C'est vraiment un livre formidable. Et les lapins, ils parlent en lapin en plus. Donc, je comprends le parallèle avec Le Seigneur des Anneaux, parce qu'il y a un world building incroyable, des tailles et tout ça. Mais au bout du compte, c'est pas un bouquin de genre, en fait. C'est juste que c'est une piste que la littérature n'explore jamais, de nous mettre, nous, dans l'autre, en fait, et vraiment dans l'autre, et à aucun moment on adopte le point de vue des humains. Quand on voit les humains, ils sont ultra flippants, ou ils sont très étranges, ou ils sont essentiellement bruyants et puants. Et voilà. Ah, ça s'appelle Watership Down, c'est trop bien. Oui, c'est vrai que depuis tout à l'heure, on a beaucoup parlé de l'altérité, où un sujet se confronte à une altérité. Sauf que l'altérité écrivant, c'est aussi autre chose. Alors bien sûr, c'est paradoxal, puisqu'en fait, l'auteur qui a écrit le roman n'est pas un lapin. Voilà. Mais c'est vrai que j'y pense aussi pour... cela dit, est-il un lapin ? Non, je plaisante, c'est pas un lapin. C'est un Britannique des années 70, voilà. Mais non, je pense... alors par contre, j'ai un trou. Le roman de Tristan Garcia sur un singe intelligent qui s'échappe suite à une sorte d'attentat. C'était quoi le titre déjà ? Vous savez, dans la salle. Et il y a tout un travail sur la langue, justement, qui est assez fascinant. Bon, alors, le livre est... Voilà, je vous conseille de l'acheter. Et si l'auteur est là, de vous le faire dédicacer. Il sera là demain. Voilà, il sera là demain. Bon, voilà. Mais il y a tout un travail de figuration de la langue qui est très documenté sur le fait que on raisonne beaucoup sur la langue des animaux, certains animaux. Alors, c'est vrai que la difficulté avec toutes les expériences, enfin beaucoup d'expériences qui ont été faites avec des singes, et je ne suis pas spécialiste, je ne suis pas éthologue ou quoi que ce soit, c'est qu'en fait, on se rend compte que ce qu'on leur prête comme langage, c'est souvent c'est une forme de dressage. C'est-à-dire, c'est pas leur propre langage. Par exemple, quand on leur apprend à signer avec les doigts, c'est notre propre langage. C'est juste que c'est plus facile pour eux de signer que de parler, puisque tout simplement, ils n'ont pas le même système vocal que nous. Mais c'est un roman qui est assez fascinant sur ça, parce que il y a un travail sur la langue pour essayer de comment la langue figure la pensée, et comment la langue construit la pensée. Si vous êtes limité dans votre langue, ça limite aussi conceptuellement ce que vous pouvez visualiser, notamment la temporalité, l'avenir, la différence entre les individus, ce type de choses. J'ai parlé d'un livre dont je me souviens plus du titre, mais voilà. Et alors, en effet, moi, cette piste, elle me paraît extrêmement intéressante. Et en fait, moi, quand je fais des conférences sur la science-fiction, souvent, je conclus là-dessus, même si c'est pas tout à fait encore le moment de la conclusion, mais c'est que je pense qu'il y a énormément de choses encore à écrire. Et je pense vraiment qu'une des pistes, c'est d'essayer de nous donner la possibilité. Ça existe déjà, mais pour moi, on n'en est qu'au début. Et moi, j'ai le sentiment qu'on peut aller beaucoup plus loin dans donner la possibilité au lecteur de partager des subjectivités qui seraient autres. Voilà, donc je pense. Alors, c'est vrai que là, en ce moment, il y a pas mal de choses qui se font autour de l'animal. Il y a notamment un recueil de nouvelles de Vinciane Després, je ne sais pas exactement comment ça se prononce, qui s'appelle Autobiographie d'un poulpe. Il y a 3 ou 4 nouvelles dedans qui adoptent un petit peu cette perspective. Et voilà, enfin, il
plusieurs exemples là, qui vous sont donnés. Et là, on est quand même dans une forme, disons, de science-fiction au sens étymologique. C'est-à-dire que souvent, ces travaux qui essayent de donner la parole, enfin souvent même peut-être toujours, aux animaux, en fait, sont fondés sur des travaux scientifiques réels et sérieux, récents, sur essayer de comprendre voilà, qu'est-ce qui se passe du point de vue des animaux. Alors cela dit, pour revenir au sujet précédent, moi j'avais quand même quelques exemples, parce que je vous ai trouvé un peu injuste avec les intelligences artificielles, mais moi j'ai plein d'exemples, parce qu'il n'y a pas que... J'aime beaucoup Data, mais il n'y a pas que lui, hein, mais je voulais donner quelques exemples. Ouais. J'ai en tête quelques exemples moi, d'intelligence artificielle qui m'ont donné le début de quelque chose qui pourrait ressembler à quelque chose d'une expérience de l'altérité. Alors sous différentes formes. Alors, est-ce que si je le fais... Alors, il y a dans Hyperion, par exemple, de Dan Simmons, hein, il y a les intelligences artificielles qui jouent un rôle très important, même si au début, c'est un peu souterrain. Et quand finalement, les personnages communiquent avec ces IA, la façon... Donc, il y a tout un travail aussi, là, pour le coup, de l'écrivain pour essayer, tout en s'exprimant dans une langue humaine, d'essayer de traduire une forme d'altérité. Et donc, il y a tout un travail de Dan Simmons pour faire s'exprimer ces IA d'une façon un peu bizarre qui donne ce sentiment d'altérité. Alors là, je m'étendrai moins, mais les deux autres exemples auxquels j'ai pensé, il y a dans Ghost in the Shell. Alors c'est à la fois une BD, un manga, etc. Mais moi j'ai eu aussi cette petite pointe de sentiment d'approcher quelque chose qui pourrait être vraiment une vraie forme d'altérité. Et le dernier exemple que je donnerais, si je l'ai encore en tête, ah oui voilà, dans le genre des séries, donc une autre série, Battlestar Galactica. Hein, donc les Cylons sont des IA, bon ça on le sait dès le début, qui se retournent contre les humains, c'est le point de départ, et donc le spectateur a l'occasion à plusieurs reprises de se retrouver dans des vaisseaux Cylon. Moi j'ai trouvé qu'au niveau esthétique, il y avait un travail intéressant parce que les Cylons sont des robots, enfin les plus évolués humanoïdes, mais ils sont quand même différents. Et donc, il y avait un travail intéressant, notamment dans leur cadre de vie, pour donner quelque chose qui ressemblait à une forme d'expérience de l'altérité. Voilà. Donc, je ne sais pas si vous avez d'autres... Alors, je vais quand même enchaîner, du coup, sur une question dans la continuité. Moi, je vous ai donné, à la fois avec mes extraterrestres et mes IA, mes formes, voilà, pour moi, ce qui est un peu la pointe extrême de ce qui pourrait être des formes d'altérité dans les littératures, enfin dans le genre qui nous occupe. Et est-ce que en fait, si vous vouliez conseiller une œuvre qui donne le mieux à avoir cette expérience de l'altérité, alors vous en avez déjà cité certaines, hein, mais qu'est-ce que vous conseilleriez? On peut redire un truc des IA avant? Bien sûr, bien sûr. Non, pour moi, la question de l'IA, c'est souvent finalement mettre en avant les intelligences artificielles, c'est pour souvent se rassurer. Et dans Battlestar, c'est clairement ça. Est-ce qu'on va quand même être les meilleurs? Et dans beaucoup d'exemples, finalement, c'est est-ce que l'être humain restera toujours l'être humain? Est-ce que personne ne va réussir à le supplanter? Surtout pas une de ses propres créations. Et je trouve qu'on met l'intelligence artificielle en scène pour montrer que on arrivera toujours, parce que les émotions, parce que je ne sais quoi, à passer outre et à asseoir notre domination, entre guillemets, sur la création. Donc je la vois comme une fausse altérité. C'est quelque chose qu'on va, je sais pas, le punching ball, sauf certaines nouvelles. Il y a une nouvelle de Kadik qui est finalement un dialogue entre deux IA. De toute façon,
il n'y a plus d'humains, donc comme ça c'est réglé. Et on est à observer ces deux IA qui vont se reconstruire un monde. Là, c'est vrai que c'est assez extrême. Du coup, ça fait un exemple. Voilà, donc je ne sais pas si David... Alors j'en ai deux. Aucun des deux n'est pris dans Star Trek. Voilà. Le premier, c'est que moi, à titre personnel, l'œuvre que j'ai lue adolescent et qui m'a donné un sentiment d'altérité en me disant l'être humain peut fonctionner différemment. Alors il y a La main gauche de la nuit, mais en fait, je pense à alors je ne sais plus du titre. Donc non, de Heinlein, Stranger in a Strange Land. En terre étrangère de Heinlein, où il y a les martiens qui fonctionnent pas du tout comme des êtres humains, qui ont une sorte d'existence collective. Et la figure, en fait, une des intrigues, c'est qu'un bébé humain a été perdu sur cette planète, sur Mars, et en fait, il est élevé par l'organisme autochtone qui est complètement différent des organismes humains, avec une organisation biologique, sociale, intellectuelle différente, très collective. Et pour moi, ça a vraiment figuré. C'est la première fois où j'avais l'impression qu'il y a une altérité qu'on pouvait toucher. Mais après, comme lecture, qui est une lecture que j'ai faite plus tard, mais qui est en fait une lecture théoriquement plus séminale ou matricielle dans l'histoire de la littérature de l'imaginaire, c'est Frankenstein de Mary Shelley. C'est qu'en fait, ce n'est pas une IA, mais c'est un être artificiel. Enfin, le monstre est un être artificiel. Et en fait, l'être artificiel, qui est donc une altérité, ce qui, en fait, initialement, n'est pas censé être une altérité, c'est censé être une imitation. Et en fait, c'est une manière de définir l'être humain en montrant comment il finit par être une altérité parce qu'il lui manque deux choses. Les deux choses qui lui manquent, ça serait en théorie une âme. Voilà. Mais le deuxième élément qu'on oublie souvent, c'est qu'il demande à son créateur de lui donner une compagne. Et en fait, ça veut dire que ce qui lui manque pour être un individu, c'est de ne pas être seul. S'il est tout seul de son genre et qu'il n'a pas d'altérité, à ce moment-là, il n'est plus un individu. Donc, il a besoin d'une altérité pour ne pas être une altérité. Voilà. Et c'est vieux comme le monde, ça. Pardon ? C'est pas vieux comme le monde, ça. Il n'y a pas un vieux barbu qui a fait ça avec un bonhomme un jour en lui prenant une côte et puis il lui a donné. C'est ça. Alors, note de bas de page. Il y a un débat chez les linguistes sur le fait que la côte ne désigne pas nécessairement la côte, mais un os pelvien chez l'homme. Et en fait, que la vraie phrase dans les mythes de l'Antiquité, qui sont donc des mythes de la création de l'être humain, qui sont des mythes mésopotamiens, qui sont antérieurs au judaïsme, c'est qu'en fait, on lui a retiré on t'a retiré ton pénis. Et donc il y a tout un truc freudien quand même sur voilà. Mais bon, tout ça pour dire que la côte, en fait, c'est une tradition de traduction depuis le 7e siècle avant Jésus-Christ, mais on se demande si en fait la côte était vraiment la côte, en fait, et si c'était pas un autre os, voilà. Et là encore, je ne suis pas spécialiste, donc googlez ça après pour voir si j'ai pas dit n'importe quoi, voilà. J'ai une recommandation de lecture, oui, absolument. J'ai bien réfléchi là. Plusieurs pistes, enfin une piste théorique peut-être, c'est pour avoir de l'altérité en littérature, il y a évidemment la piste de laisser la littérature être produite par d'autres gens. Il y a aussi la possibilité de raconter les mêmes histoires autrement, ou de questionner le fait que les mêmes histoires sont toujours racontées de la même façon. Donc là, je pense qu'on a effectivement fait un grand bond en avant en remplaçant la côte par le pénis. Là, je crois qu'effectivement, on a retourné l'histoire totalement. Mais du coup, alors donc mon exemple, pardon, c'est un bouquin de Ursula Le Guin. Oh, surprise, qu'elle a écrit, qui est considéré comme un mineur dans sa carrière, qui est le nom du monde des forêts, qu'elle a écrit très vite, qui est une novella, qui est un petit roman, qu'elle a écrit très vite en pleine guerre du Vietnam, et qui est un des bouquins les plus transparents sur l'actualité, c'est-à-dire que évidemment, elle était engagée contre l'intervention américaine au Vietnam à cette époque, et donc elle fait une espèce de décalque spatial de cette histoire avec des Marines et un peuple autochtone sur une planète forestière qui est exploitée par une compagnie
avide d'argent. Premier chapitre, on est totalement dans comment s'appelle ce film de Coppola, dans Apocalypse Now. Donc on visualise absolument ce récit-là. On est dans la tête de CGI américain défoncé aux amphétamines. Et deuxième chapitre, on est dans la tête du Viet Minh. Enfin, on est dans la tête de cette société extraterrestre qui est présentée comme des animaux idiots qui servent essentiellement d'esclaves et d'esclaves sexuels. Et en fait, évidemment, on se rend compte que, une fois qu'on a basculé dans leur point de vue, l'histoire prend un tour très différent. Moi, ce qui m'a beaucoup marqué dans cette lecture, outre le fait que c'est vraiment très d'actualité et que ça antidate le film de Coppola, donc c'est quand même une réflexion que Coppola aurait pu avoir au moment d'adapter Au cœur des ténèbres, c'est que c'est une réécriture d'Au cœur des ténèbres, qui est considéré comme un chef-d'œuvre de la littérature mondiale, et qui nous raconte le fait que l'homme blanc, quand il va en Afrique, en fait, il devient fou de sa propre cruauté, et donc il souffre beaucoup, parce qu'il est très malheureux d'être aussi cruel. Et c'est intéressant hein, comme récit. Après, c'est un chef-d'œuvre. Enfin, moi, je trouve que cette novella est remarquable, mais en même temps, il y a un angle aveugle qui me paraît quand même assez massif, qui est que peut-être que la première victime des exactions de l'homme blanc, c'est pas la psyché de l'homme blanc qui se sent très coupable d'avoir massacré des gens, quoi. Et donc, du coup, c'est un truc très intéressant dans ce roman parce que elle met vraiment les pieds dans le plat de cette narration-là, c'est-à-dire qu'on reconnaît absolument cette narration. Et voilà. Et après, il y a ce truc. La conclusion, je vous divulgage peut-être pas la fin, mais la conclusion, c'est que évidemment, la confrontation à l'altérité modifie la personne qui s'y confronte, mais ça change aussi l'altérité. Enfin, s'il n'y a pas de voilà. Et il y a une punchline de Karen Joy Fowler qui s'est beaucoup intéressée sur les études des animaux. Et elle dit qu'est-ce que tu crois apprendre des animaux hein, tu les enfermes dans une cage et ensuite tu regardes comment ils réagissent. Qu'est-ce que tu crois étudier? Alors il dit je sais pas, le comportement des rats. Et je fais non, tu étudies le comportement des êtres humains, hein, comme toujours. C'est ça que les êtres humains ils étudient. Alors oui, Voilà, c'est tellement vrai. Le conseil de lecture rapide, quelque chose qui m'a vraiment fait voyager, qui m'a fait voyager aussi bien par la narration que par l'univers décrit et les différentes voies qu'on peut trouver, c'est les 3 volumes des livres des terres fracturées. Alors la prononciation de l'autrice, c'est Gémisin, je dois avouer que si quelqu'un il le crie, s'il le sait, non. Bon, voilà. C'est vraiment un voyage aussi bien donc en fantasy et en SF, hein, ça brasse les 2 genres en 3 tomes, et puis en même temps c'est un voyage dans une narration qui est extrêmement étonnante. Le premier tome permet de mêler plusieurs voix de plusieurs personnes avec une narration qui est aussi bien en jeu, en il et en tu. Donc c'est très étonnant de se faire interpeller pendant tout un chapitre en tu. Ce tutoiement là qui met en scène un personnage. Après, pareil, je vais pas en dire trop, mais là on est vraiment dans un voyage à plusieurs étages finalement. Et oui, ça serait mon conseil. Au moins le premier volume, juste le premier volume. Je négocie un peu avec vous, mais déjà c'est fabuleux. Merci. Alors peut-être que, enfin, dernière question, disons. Je vous pose un peu la même question, mais à partir, vous, de vos œuvres, c'est-à-dire dans vos œuvres, quelles seraient les figures ou formes d'altérité qui vous paraissent, voilà, les plus, enfin, correspondre le mieux possible à l'idée. Et puis toi, du coup, dans les livres nombreux que tu as publiés, alors tu as déjà parlé de Charles Yu, mais voilà, qu'est-ce qui vous vient à l'esprit? Et puis après, je vous propose d'interagir avec l'altérité qui se trouve en face de nous. On regarde. Ah non, je ne sais pas, non. Dis donc, c'est une question difficile. Alors, moi, je vais citer un livre des Forges qui, pour moi, est, enfin, un livre donc des éditions aux Forges de Vulcain, qui est un livre qui est pour moi une sorte de petit chef-d'œuvre qui s'appelle Souviens-toi des monstres de Jean-Luc Daciano, qui était un premier roman et qui est une sorte de livre-somme qui part d'une histoire assez simple. C'est dans une Italie imaginaire naissent des Siamois. Et on découvre assez vite. Et l'histoire, c'est un jour, un des deux Siamois meurt et l'autre se rend compte qu'il n'a que quelques heures avant de mourir, donc ils racontent leur vie. Et c'est leur vie. Et
Et enfin, c'est un très grand roman picaresque. Ils vivent plein d'aventures, ça parle politique. C'est dans une Italie imaginaire au sens où il y a des choses. Parfois, on a l'impression d'être dans l'Antiquité, parfois on est dans les années 40, voilà. Mais c'est assez beau sur comment les personnages arrivent à créer de l'altérité, alors qu'en fait, ils n'ont qu'un corps pour deux personnes. Alors, je vais couper court, du coup, comme ça on ne reposera pas la question. Sur les deux bouquins, la question de l'altérité n'est pas vraiment posée. La question de l'autre part et de l'ailleurs, ok, mais là non, enfin, c'était pas un enjeu. L'autre part et l'ailleurs, c'est une forme d'altérité. Alors voilà. Et moi, j'ai un vrai problème avec ça, comme vous avez pu le constater. Donc, en tant qu'écrivain, je fais ce que je peux pour ne pas être trop nul avec les représentations de l'altérité, de ce qui n'est pas moi. Après, je dirais que un des trucs qui m'a guidé dans Tessel, dans les bouquins que j'ai fait en folio SF, c'était de faire de la littérature populaire en reprenant vraiment des schémas et en essayant de retourner des trucs ou de voir ce qui se passe si on intervertit des choses. Qu'est-ce que ça produit dans le récit? Et donc Tessel, c'est un roman de fantasy qui intervertit un schéma narratif ultra classique de la fantasy qui est le jeune paysan élu, et puis en fait il se rend compte qu'il y a un destin grandiose, et en fait on se rend compte qu'il n'est pas vraiment paysan parce que sinon machin, et qu'il finit empereur. Voilà. Et donc là l'idée c'est que c'est l'héritière de l'empire qui est destinée à devenir impératrice, et elle veut absolument pas du pouvoir, donc c'est un truc sur le dispowerment. Enfin, voilà, qui est une tentative d'essayer de raconter une autre histoire, en fait, qu'on n'est pas, c'est pas forcément un horizon souhaitable que d'être à la tête de l'Empire, et peut-être on peut préférer échouer plutôt que de réussir tout seul. Bon, bah merci beaucoup. Donc, comme annoncé, je vous propose maintenant, si vous avez des remarques ou des questions, la parole est à vous. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui est censé distribuer le micro. Non? Eh bien, écoutez, madame qui levait la main, soit vous, on vous entend, soit... Parfait. Alors, premièrement, il y a la stratégie Under avec les aliens, les fameux dorifores qui, eux, sont vraiment. Enfin, même quand les humains les agressent, ils ne comprennent pas que c'est une agression. Enfin, il y a une espèce d'incompréhension totale dans le héros à la fin. Deuxièmement, une bande dessinée recommandée par Neil Gaiman, qui est vraiment un concept extraordinaire, qui s'appelle Elmer, et qui parle du concept du jour au lendemain, les poulets, les pas de poulets, les anus deviennent conscients. Donc, d'un coup, ils deviennent conscients, ils se mettent à réfléchir, ils s'expriment. Bon, la moitié se réveille pour nous parler, puis on va voir. Mais il y a une partie qui survit et qui donc entame avec l'humanité un espèce de rapport de bon, bah, qu'est-ce qu'on fait maintenant? C'est imposé, on en fait quoi? On ne va pas leur donner des droits quand même, c'est des poulets, parce que ça reste vraiment de vrais poulets, qui font des œufs et qui font un élément. Et le troisième auquel je pensais, c'était un livre de Alain Damasio qui effectivement met en scène des créatures multiformes, tout ça pour dire que ma question c'était en fait rebondir par rapport à ce que vous avez dit en ligne, quelque part le problème avec l'altérité quand elle apparaît, c'est qu'elle est d'abord un objet de crainte, voire de terreur, donc dès qu'on est généralement quand celui qui écrit, le protagoniste en principe de base, celui qui a le droit de parler en tout cas est confronté à l'altérité, c'est oh mon Dieu, qu'est-ce que c'est? Il va d'abord chercher à le détruire. Quelque part, l'altérité, c'est avant une douce. Mais carrément, je suis d'accord, en fait, c'est parce que c'est écrit dessus. C'est-à-dire que si tu dis que c'est l'altérité, en fait, c'est même cette façon-là de penser qui en fait forcément. En fait, si tu poses l'altérité, c'est-à-dire que tu as déjà défini qu'il y a quelque chose qui n'est pas autre, qui est toi, et puis tu as mis la frontière entre les deux. Et en fait, c'est ça qui pose problème. C'est qu'une fois que tu as la frontière, c'est est-ce que je me reconnais, quelle relation on a, etc. Alors que la question des points communs est peut-être vachement plus intéressante que la question de... Mais ça, c'est la grosse théorie de Christine Delphi. Elle a fait tout un recueil d'articles là-dessus qui s'appelle Classer, dominer.
dans laquelle sa théorie politique, c'est ça en fait, c'est qu'à partir du moment où tu établis des catégories totalisantes dans lesquelles tu peux mettre tous les types d'êtres humains d'un côté, tous les types d'êtres humains de l'autre, genre homme-femme, et ben à partir du moment en fait, t'es pas du tout en train de ranger, tu es en train d'établir un système de pouvoir en fait, c'est-à-dire que tu détermines qu'il y en a un qui est normal et l'autre qui a des caractéristiques étranges, quoi. Et donc je pense que même le concept même d'altérité implique nécessairement une forme de conflit et surtout une forme de prise de pouvoir. Ouais. Ouais, une forme de défiance, altérité, ça peut presque rimer avec défiance quand on lit un petit peu. Et c'est vrai à partir du moment où on pose ça, ça veut dire qu'on va se mesurer. Et à partir du moment où on se mesure, c'est qu'on... Bah, là, c'est à coup de serpe, hein, ça c'est mes origines bourguignonnes, mais il y a l'altérité, la défiance, la mesure, et forcément, à un moment donné, le rapport de force. Et oui, souvent, si on pose une altérité, c'est pour essayer de montrer si on va réussir à peut-être surmonter, peut-être contourner plus rarement, et chercher des points communs, c'est pas souvent. Moi, je vous trouve un peu pessimiste quand même. Parce que, non, mais moi, j'introduirais une petite nuance qui, pour moi, fait quand même un peu toute la différence. Je dirais, ça introduit la possibilité du conflit, du rapport de force, le risque de devoir. Mais là, il y a effectivement, on est face à quelque chose qui est différent de nous. Bah, ça pose la question de savoir si c'est hostile ou compatible. Mais justement, il y a, enfin, selon ce qui est en face, il y a éventuellement la possibilité qu'une relation positive, une coexistence soit possible. Mais c'est vrai que je pense qu'il y a quelque chose... en plus, moi, je ne serais pas forcément dans le reproche, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose de nécessaire d'un point de vue logique, dès lors qu'il y a quelque chose qui est perçu comme autre, qui est la question de savoir si cette altérité, elle est, disons, elle est menaçante ou si elle est, s'il y a une symbiose qui est possible ou si on va être dans des relations de prédation, en gros. Mais c'est un risque donc, qui demande observation, concertation, mais on n'est pas nécessairement dans la lutte. Et c'est pour ça que, bah justement, donc l'altérité, mais là où je suis d'accord, c'est que je pense qu'effectivement, nier la possibilité du rapport de force dans le rapport entre deux êtres autres, qui sont, c'est être dans l'erreur. Il y a toujours ce risque du conflit. Et je pense que c'est en assumant le risque du conflit que on peut rentrer dans une relation qui soit pas mensongère. Je fais un rebond en 2 phrases parce que c'est peut-être une question théorique pas super intéressante, mais pour moi tout repose dans ce que tu dis, c'est ce qu'on perçoit comme autre en fait. Moi c'est vraiment ça qui m'intéresse. C'est qu'est-ce que c'est que cet acte de percevoir quelqu'un comme autre en fait, et quel effet ça produit sur soi et quel effet surtout ça produit sur l'autre en fait. Non, c'est bon. Alors pardon du coup. Mais non, il y a aucun souci et c'est juste. Voilà, la perception de l'autre, j'ai entendu. Oui, là c'est ça, et ça c'est un acte culturel en fait. Le moment, cette frontière qu'on va établir entre ce qui est pareil et ce qui est différent, elle est mobile, elle est pas du tout universelle. Ça dépend des époques, ça dépend de comment elle est construite, comment elle est partagée, et surtout là pour le coup, il y a une vraie responsabilité politique de savoir où on la fait passer et à quoi elle sert en fait. Voilà. Et donc à partir du moment où effectivement on perçoit l'autre, là va se poser des questions de savoir si on accepte l'autre, on tolère l'autre, on est séduit, on trouve ça étrange et merveilleux que l'autre soit si divers, etc. Mais en fait, il y a eu un présupposé, c'est qu'on a établi l'autre comme autre, et à partir de là, alors qu'on pourrait partir sur d'autres bases, en fait c'est la base de plein de réflexions politiques antisexistes, antiracistes, antispécistes, en fait, de dire oui, mais ok, on a établi que ici c'était plus nous, et donc on a le droit de faire des choses qu'on tolérerait pas qu'on se fasse entre nous, et en même temps, voilà, questionner ça, à mon avis, c'est intéressant. En fait, c'est questionner cette question-là de l'altérité, en fait, de pas prendre la norme comme normale parce qu'elle l'est jamais, elle est toujours fabriquée, à mon avis.
La question, là, elle est posée sur vraiment, quand tu l'as reformulée, tu dis, voilà, l'autre est là, et il faut quand même se dire que peut-être ça peut être positif, mais il faut le mesurer. Et c'est cette mesure, moi, qui me pose problème. Pourquoi, après tout, il faudrait mesurer? Pourquoi on ne prend pas l'autre? Voilà, alors, je ne sais pas comment on peut le dépasser, hein, j'ai pas de modèle en tête, mais pourquoi, à ce moment-là, il faut se dire, ça peut être hostile ou pas? Et souvent, on dit d'abord hostile dans la formulation. Et là, tout de suite, on a des, ça y est, finalement, le truc, il est perdu. On est déjà en train de construire des choses. Et alors après, je sais pas, mais on peut juste accueillir, peut-être. Alors après, je sais pas, ça dépend de quel autre on parle. Mais alors, en fait, j'ai été interrompue parce qu'il paraît-il, il faut qu'on se termine bientôt. Alors, j'ai vu quelqu'un tout au fond lever la main. Bon, peut-être qu'on va essayer de faire des réponses un peu plus brèves pour tenir dans les 5 minutes. Est-ce que vous pouvez parler plus fort? On ne vous entend à peine. N'hésitez pas à crier. On est tous à l'intérieur de nous de manière inhérente un étranger. Et moi, ce que ça m'évoque de dire ça, c'est que dans la représentation de la SF, c'est beaucoup par rapport au corps. Je pense à l'iconographie cyberpunk, à la body modification, ce genre de choses, tel qu'on peut le voir dans Dr. Hadder, par exemple, ou encore dans le cinéma de Cronenberg, Carpenter. Quid du corps, en fait, dans la SF? Allez-y. Réponse courte? Oui. Allez, je l'ai faite, ça y est, c'est bon. Oui. Alors, vous avez complètement raison, et c'est vrai que je ne l'ai pas fait, mais je voulais introduire la discussion avec le public sur. Il y avait plein de choses dont on pouvait parler, dont on n'a pas eu le temps de parler. Mais du coup, merci, vous avez complètement raison, quoi. Il y a aussi toute cette dimension-là qu'on n'a pas évoquée et qui est tout à fait passionnante. Je ne sais pas si quelqu'un. Donc, merci de l'introduire. Pourquoi aujourd'hui, la vérité qui peut être une alternative à organisation de société, philosophie, comment les gens politiquement, là on reste très incarné, c'est la personne, l'autre personne qui est différente. Alors, à nouveau, quelqu'un veut-il réagir? Ouais, après, pour moi, c'est aussi vraiment de là où on cause. Effectivement, c'est des questions qui, comment dire, en tant qu'écrivain, me travaillent moins. Donc, surtout, je suis absolument incapable de le faire, ou c'est très difficile. Mais c'est assez intéressant que ce soit quand même aussi toujours les mêmes autrices qui se coltinent à ces questions-là. En fait, c'est que aussi dans la dimension, par exemple, de proposer des sociétés alternatives. Et c'est faire des expérimentations sociales. Ursula Le Guin, elle se pose un peu là parce que c'est, je crois, la seule autrice, homme ou femme, à avoir essayé d'inventer une société anarchiste crédible sur plus de 150 ans, une organisation, et y compris dans, comment dire, c'est pas du tout une apologie de l'anarchisme. En fait, c'est pas une espèce d'utopie anarchiste. C'est vraiment sur, ok, on installe cette société-là et qu'est-ce qui se passe. Et donc sur ces frictions sociales, ça, je crois que j'ai l'impression que ça va un peu de pair, en fait. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu constates que ces endroits d'organisation politique sont eux-mêmes pris à l'intérieur d'un système, bah, tu peux aussi commencer à essayer d'expérimenter. Voilà. Après, moi j'ai fait ça de façon très cheap dans Tessel parce que j'avais besoin d'une espèce de contre-monde, et donc j'ai aussi essayé d'avoir une société qui soit exactement l'inverse des empires de fantasy, donc de réfléchir sur comment est-ce que ces gens ne sont pas organisés à des échelles d'empires, etc., sans en faire l'apologie. Mais après, ouais, ça demande, à mon avis, une intelligence politique que j'ai pas du tout. Cela dit, sur Le Guin, pour aller dans ton sens, je pense que ces deux romans les plus connus sont à chaque fois une expérience de pensée où on modifie un élément de l'être humain, un élément biologique dans La main gauche de la nuit, un élément politique dans Les dépossédés, sauf qu'à chaque fois, en fait,
l'ensemble des conséquences, qu'ils soient psychologiques, anthropologiques et politiques et sociétales, sont examinées. Simplement, c'est vrai que le point de départ n'est pas le même, c'est-à-dire quel est l'élément levier premier, mais à la fin, effectivement, c'est là où on est vraiment dans du roman pur, c'est que tous les facteurs sont réunis et examinés et déployés. Et après, j'ai fait la note de bas de page, il y a un truc méta en plus dans l'œuvre SF de Ursula Le Guin, c'est que ce qui fonde ses univers, donc tous les romans de son cycle galactique, c'est une invention et qui est l'Ancible. Ouais. Et l'Ancible, c'est l'idée qu'on peut faire communiquer, on peut communiquer plus vite que la lumière. Ça permet la communication instantanée, quelle que soit la taille de l'univers. Et c'est l'unique élément tangible et commun à tous ces bouquins. Et ça montre aussi l'espèce de foi incroyable qu'elle a là-dedans, en fait. C'est-à-dire que ce qui change tout, c'est d'être possible de communiquer, en fait. Et donc, et la communication, c'est aussi ce truc-là qu'on a, cette espèce d'outil que l'espèce humaine a inventé pour essayer de combler ce truc de l'altérité. Une note de bas de page, très rapide, mais ça, c'est vraiment pour aller très vite sur la question tout à l'heure de l'altérité et de la mêmeté possible. C'est qu'en fait, que ce soit chez Le Guin, enfin, on va rester sur Le Guin pour aller plus très vite, il y a toute une réflexion chez Le Guin sur le Tao et donc sur une approche, alors que avec nos yeux d'occidentaux, on appellerait panthéiste ou du monde, qui crée un effet de mêmeté, où en fait, pour créer de l'altérité, l'altérité est construite à chaque fois. Ce qui, enfin voilà. Et donc, et il y a un très bon article de Gwenaëlle Gaffric, sinologue, dans cet ouvrage sur le Tao chez Ursula Le Guin. Alors dernière question. Voilà, Madame. Tout à l'heure, vous levez la main. Et essayons parce que là, je vais me faire gronder si on reste trop longtemps. Donc répondez vite. Chers amis, s'il vous plaît, et ensuite, j'imagine que le public, on va lui demander de partir assez vite parce qu'il y a probablement quelque chose d'autre à 6h30. Voilà, donc on vous écoute. Je suis vraiment désolée. C'est juste pour revenir à Star Trek. Parce que, étant Trekkie jusqu'à l'os, je ne peux pas vous laisser dire qu'ils ont une approche impérialiste. Justement, qu'il y a une magnifique approche envers l'autre qui ne nous ressemble pas. Très rapidement, il y a cet épisode sur les Organiens dans la série originale, où justement on détrône l'arrogance de l'humain qui vient pour donner des leçons et qu'au final, qu'il n'est pas mieux que Kor, le général Klingon qui vient sur la même Organia, et on se retrouve face au final aux êtres qui ont dépassé notre condition et qui sont allés plus loin. Et il y a assez souvent la question qui revient dans toutes les séries de Star Trek au final, où ils rencontrent des créatures qui ne ressemblent mais vraiment pas aux humains. Et on pose tout le temps la question, est-ce qu'on peut cohabiter? Est-ce qu'il y a quelque chose de compatible? Ou est-ce qu'on est tellement différents qu'au final on peut juste se croiser, avoir quelques leçons de vie d'une façon ou d'une autre de cette rencontre et puis repartir chacun de notre côté? Et pourtant, il y a aussi les exemples des créatures qui ne nous ressemblent pas et qui sont une partie intégrante de l'univers et qui interagissent à long terme avec nous. C'est les créatures de Vortex dans Deep Space Nine qui, au final, sont là et qui affectent la vie sur Bajor, qui est une énorme planète, depuis 500 000 ans. Avant que nous, on commence à se développer sur Terre. Et Stop, on doit y aller. Ces créatures n'existent pas. C'est les êtres en fait qui sont en fait des symbiotes qui vivent à l'intérieur d'un autre humanoïde, mais qui ne sont pas humanoïdes eux-mêmes, et qui vivent plusieurs existences en passant par notre monde. Et ben ma réponse c'est je suis d'accord avec vous. Mais pareil, super exemple les trilles et merci de finir là-dessus. Merci de votre attention et on doit décarpiller.